Bonsoir. Une équipe, des images, des résultats et une journée sportive marquée sous le signe du choc. Formule 1 par exemple, le choc Senna-Prost au Japon. Senna disqualifié, Prost champion. On va voir les images tout de suite. Voilà, merci. Foot. Le choc Bordeaux-Marseille. L'OM coule, Bordeaux prend le large. Gymnastique, championnat du monde, beaucoup d'or pour les soviétiques et ce n'est pas du toc. Basketball, le choc Limoges-Mulhouse, il y a eu de la casse car Limoges, ce n'est pas de la porcelaine. Vélo, les 6 jours de Bercy, le choc Motet-Fignon, ça continue jusqu'à demain. Et puis char à voile, championnat d'Europe, les Français favoris se sont retrouvés dans le vent. Gros plan sur ce sport avec Jean-Louis Calmejane. Bonsoir. La Formule 1, on commence tout de suite avec Jean Mamère, un Grand Prix du Japon qui se termine dans la confusion. Alors en résumé, Alain Prost, champion du monde pour la 3e fois, ça c'est la super nouvelle de la journée. Ayrton Senna, qui a passé la ligne en tête, a été disqualifié. Et puis le vainqueur, c'est Nannini sur Benetton qui gagne le premier Grand Prix de sa carrière. Mais, il faut bien le dire Jean, la Formule 1 se termine en état de choc, termine sa saison en état de choc. Oui, je dirais qu'on a un peu l'impression que la Formule 1 aime bien passer à côté des belles histoires, comme celle de Nannini, c'est une belle histoire qui commence, ou encore des légendes qui naissent, celle d'Alain Prost, 3e titre de champion du monde. Pour une fois, on avait eu une saison qui avait été assez géniale. Des écuries qui étaient assez proches, des grands prix très disputés, un final de rêve, 46 tours sensationnels, et puis ce fameux incident, cet accrochage, propos aigre-doux, réclamation. On va arriver encore au tribunal. On ne saura que le 25 ou le 26 octobre prochain si Prost est vraiment champion du monde. C'est bien dommage. Nous, ce soir, on considère qu'il est champion du monde et on le prouve. Voici l'instant précis où Ayrton Senna craque. Derrière Prost, depuis le départ, il ne supporte pas. Pour doubler, il choisit le pire endroit, c'est s'auto-flageller. En s'envoyant et en envoyant Prost dans le décor, il se détrône et couronne le Français champion du monde. Voilà, donc Alain Prost est de nouveau champion du monde pour la 3e fois. Alors ça a été une année très particulière et puis une course aussi tout à fait particulière. Alors Alain, tout d'abord c'est dommage parce que vraiment c'était fantastique. Et puis il y a cet accrochage dans la chicane. Alors comment ça se passe exactement ? Ça se passe d'une manière absolument évidente, où je gagne la course relativement facilement, puisque je pense que je la contrôlais très bien. À la fin, je l'ai laissé même un peu revenir, mais c'était impossible, je pense qu'il me double. Je m'en allais un petit peu quand je voulais. Mais bon, c'était où je gagnais la course normalement, ou c'était l'accrochage, parce qu'il ne peut absolument pas accepter de ne pas gagner la course, il ne peut pas accepter de ne pas doubler dans les conditions les plus équivoques, et là il est arrivé derrière vraiment... Vraiment comme un malade. Résultat, Prost abandonne. Mais Senna, lui, veut continuer. Après avoir calé, il se fait pousser, c'est interdit. Il coupe la chicane pour reprendre la piste, cela aussi c'est interdit. Il rentre au stand et plutôt que de s'arrêter, fait changer ses moustaches cassées. Ron Dennis, le patron, est OK. Senna repart comme si de rien n'était. Pire même, après avoir rattrapé Nannini en tête de ce Grand Prix depuis l'accrochage, Senna n'a pas retenu la leçon. Et dans la même chicane, oblige ce dernier à une manœuvre audacieuse. Senna s'envole vers une victoire volée qui lui est retirée après avoir été disqualifié. C'est mérité. Il est vrai que depuis ce matin, pour lui, rien n'allait. Dès le départ, il perd le bénéfice de sa pole position. Alain Prost, dans les premiers mètres, prend la tête pour ne plus la quitter. L'on pense pendant 46 tours qu'enfin Prost a la route dégagée et s'envole à fond vers son 3e titre de champion du monde, mais Senna a tout gâché. Vous souriez un petit peu, là vous êtes tout triste. Non, parce que je ne suis pas triste du tout. Je suis très heureux, mais je suis un peu énervé parce que, bon, une petite altercation avec mon coéquipier. Et bon, ça m'énerve parce que je trouve que c'est bien dommage d'en arriver là. C'était pour lui serrer la main absolument impossible. Impossible la façon qu'a Ron Dennis de fêter son champion du monde sans lui serrer la main. Dans un stand aseptisé, Prost s'excuse presque d'avoir gagné. Pendant ce temps, ils font appel de la disqualification. C'est anglais, mais peu fair play. Nous mènerons cette procédure le plus vite possible et que les commissaires et le directeur de course ont vraiment pris leur décision en toute responsabilité et sans recevoir la moindre influence politique, quelle qu'elle soit. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est Nannini qui gagne le Grand Prix du Japon. Alain Prost est pour l'instant champion du monde, mais quelle confusion et quelle drôle de saison. Bon, je me suis battu avec non seulement mes moyens, mais surtout la volonté d'aller le plus vite possible en prenant le moins de risques possible. J'ai prouvé aujourd'hui surtout que quand je voulais être motivé, quand je voulais me motiver sur une course, je pouvais le faire sans problème.
7 juillet, circuit du Castellet, conférence de presse d'Alain Prost. J'ai décidé donc de ne pas conduire pour McLaren l'année prochaine. McLaren, c'est fini. 2 mois plus tard, Prost choisit Ferrari. Écurie prestigieuse, donc nouvelle motivation pour le Français qui, dans le cœur des Italiens, remplace un autre Français, Platini. En 90, l'équipe Ferrari, ce sera Prost-Mansell, 2 copains. Alain voulait courir pour le plaisir, dans une bonne ambiance. Ce n'était plus le cas avec Ayrton-Senna. 2 caractères opposés, une rivalité exacerbée, bref, une incompréhension totale. Prost soupçonne Honda d'être plus proche du Brésilien que de lui-même. Senna, qui pourtant connaît une drôle de saison, des victoires ou des abandons. Un moteur qui casse, à Montréal ou à Monza, une sortie ou un accrochage comme ici à Estoril. Les pro-Senna invoquent la malchance, les autres estiment que le Brésilien n'arrive toujours pas à contenir son tempérament. Pour Prost, des victoires marquantes, la première aux USA avec un moteur atmosphérique, ou celle de Monza devant son nouveau public, mais malgré le succès, Prost estime ce jour-là que Honda le sert moins bien que Senna. Au niveau moteur, il n'y avait absolument rien à voir, je pense. C'est pour ça que c'est un peu frustrant après une victoire, même si j'ai 20 points d'avance, je ne suis pas encore très confiant pour le championnat, tout reste possible, parce que c'est pas logique, je ne peux pas me battre à la régulière, et pourtant aujourd'hui je pense avoir fait une belle course, mais je crois qu'il y a d'autres pilotes qui peuvent témoigner de la différence des 2 moteurs, heureusement il y a encore des témoins. Après 6 années de vie commune et 3 titres de champion du monde, McLaren et Prost, c'est fini. Être champion du monde une fois, c'est super, 2 fois, c'est encore mieux. Après, bon, c'est un aboutissement logique de ce qu'on fait. Ce 3e titre permet à Alain Prost de rejoindre au palmarès 4 pilotes prestigieux. Jack Brabham, l'Australien, a disputé 126 Grands Prix, remporté 14 victoires. Il a été champion du monde en 1959, 60 et 66. Jackie Stewart, le Britannique, a couru 99 Grands Prix, gagné 27 courses et il a été sacré en 69, 71 et en 73. Niki Lauda, 171 départs pour l'Autrichien, 25 succès et 3 titres, 2 avec Ferrari en 75 et 77. Et après un retour chez McLaren, Lauda s'impose d'un demi-point devant Prost en 1984. Le dernier de la série avant Prost, c'est Nelson Piquet. Le Brésilien, en 87, sort victorieux de son duel avec son équipier rival, Nigel Mansell. Cette année-là, les Williams-Honda sont imbattables. Ses 2 premiers titres, il les a obtenus en 1981 et 1983 sur Brabham. En 83, il permet à BMW d'être le premier moteur turbo à s'imposer en Formule 1. L'intouchable reste l'Argentin Juan Manuel Fangio. 51 Grands Prix disputés, 24 victoires, mais surtout 5 titres de champion en 1951 et 4 consécutifs entre 54 et 57. Fangio qui a couru pour Ferrari, la prochaine équipe d'Alain Prost. Je crois que pour moi c'est peut-être plus motivant, je dirais de descendre pas trop loin, mais peut-être de descendre d'un cran pour justement essayer d'amener Ferrari à être la meilleure équipe l'année prochaine. C'est mon objectif, le championnat du monde bien sûr, mais surtout penser à Ferrari. Et je crois que le prestige, le nom et le fait que l'ambiance sera différente, moi je serai, je crois, très heureux. Heureux, c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Forza, Prostichon. Eh oui, 3 fois champion du monde, c'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, il reste encore un Grand Prix, le Grand Prix d'Australie, que nous suivrons à la loupe. Mais il est sûr que maintenant, tout le monde pense aux vacances et à se reposer. Ça doit être vrai pour Senna et ça doit être vrai aussi pour l'ensemble des pilotes. Mais avant de partir en vacances, une BA pour les pilotes. Ils ont pensé à Philippe Streiff, gravement blessé, vous vous en souvenez, au Grand Prix pendant les essais du Grand Prix du Brésil, le 15 mars dernier. Nous aussi, nous pensons souvent à Philippe, mais eux, ils y pensent d'ailleurs en donnant de l'argent. Tous les pilotes se sont réunis sous la férule de Jean-Marie Balestre pour récolter 1 100 000 de francs. 1 million de francs donc pour aider Philippe pour sa convalescence. Voilà, c'est super. Maintenant, on va passer au championnat du monde de gymnastique à Stuttgart. Au top gym 50, il n'y a pas d'erreur, comme le dit notre confrère Giraud de l'AFP, c'est bien l'hymne soviétique qui est premier au hit parade, car il a fallu attendre la 8e médaille cette semaine pour ne pas entendre l'hymne soviétique. Et ça a continué aujourd'hui avec les finales par appareil. Même si pour certains gymnastes, Pierre Fula, vous n'allez pas me démentir, le choc a été rude cet après-midi. Pierre, à Stuttgart. Quand le risque est au bout des doigts et que le gymnaste ne contrôle plus sa vitesse et son élan, une fraction de seconde d'inattention à la barre fixe et ça ne pardonne pas. Le Français Patrice Casimir a mal apprécié sa reprise de lâcher de barre et c'est la chute.
Le voltigeur chinois Li Shuyang, spécialiste des envols incertains, a aussi connu la même mésaventure. Il était pourtant bien parti pour réaliser un grand exploit. Plus grave pour le soviétique de l'espace Vladimir Artemov. Le champion olympique de Séoul s'apprêtait à donner un récital de prouesses et d'acrobatie en virevoltant autour de l'axe d'acier. Artemov a tout à coup eu les ailes coupées, une chute qui l'écarte définitivement du podium mondial. La réussite, la précision et la témérité contrôlée, c'est le domaine d'Igor Korobchinski, qui a réussi l'un des plus époustouflants mouvements à la vitesse grand V, sans une hésitation coupable et en prenant tous les risques. Igor le Magnifique a bouclé sa dernière minute de voltige aérienne avec un titre mondial amplement mérité en ponctuation. Korobchinski était bien le soviétique le plus sûr et le plus déterminé. Car il y avait un artiste dans cette gymnastique mondiale où tout va de plus en plus vite, Valentin Mogilny, élégant et séduisant, avec cette virtuosité unique au cheval d'arçon. Mais voilà, le Mozart de la gym ne connaîtra jamais plus la grande consécration. Deuxième d'un championnat du monde de haute volée, il laisse échapper la médaille d'or à son compatriote Igor. Mais les soviétiques restent les maîtres du monde de l'espace. La gymnastique féminine est en mutation. La soviétique Svetlana Bojinskaya l'a démontré brillamment à Stuttgart. Elle personnifie à 16 ans la gymnaste ballerine qui met sa technique irréprochable au service d'une impeccable interprétation artistique et d'une très belle expression de la musique. L'exercice au sol, où elle a obtenu la note maximale de 10, a particulièrement mis en évidence les talents de cette belle gymnaste aux minois encore un peu trop boudeurs. Médaille de bronze à Séoul il y a un an aux Jeux Olympiques, championne d'Europe en juillet dernier à Bruxelles, Svetlana Bojinskaya est aujourd'hui une superbe reine de la gymnastique mondiale. Nous la retrouverons ainsi que les meilleurs gymnastes mondiaux sur Antenne 2 ce soir pour les finales par engin. Svetlana Bojinskaya au saut de cheval avait déjà obtenu la note de 10. Après un premier saut parfait, c'était ici un deuxième saut, une troisième fois couronné par un 10. La soviétique, aux Jeux de Séoul, avait gagné la médaille olympique dans cette spécialité. À l'instant de la dernière rotation, le 10 de Bojinskaya au sol enlevait toute chance de vaincre à Daniela Silivas. C'était un nouveau coup dur pour la gymnaste roumaine, une nouvelle fois privée de la grande consécration. Désespérée sur la poutre, en perdition sur cet engin dont elle est pourtant spécialiste, elle est championne olympique même, elle chutait. C'était un adieu au podium, elle rétrogradait à la 12e place, un moment pathétique pour cette grande gymnaste en fin de carrière à 19 ans. Oui, non, j'étais en train de me pencher sur un télégramme, mais on en reparlera tout à l'heure à propos de football, car il y a eu l'explosion de 2 bombes aux Pays-Bas où il y a 19 blessés, mais on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on aura même peut-être des images. Oui, à propos de gymnastique, donc ce soir, rendez-vous à 23h50 avec Pierre Fula et Jean Marquet pour voir tous les meilleurs moments de cette dernière journée des finales par appareil. 23h50 donc sur Antenne 2 pour suivre la gymnastique. Le vélo maintenant, coucou les écureuils. C'est un petit peu pour vous d'ailleurs Jean-Paul, mais c'est surtout pour les coureurs des 6 jours de Bercy. Alors je parlais de choc, j'ai parlé de choc un petit peu pour tous les rendez-vous de la journée. Là il y a un choc, c'est Motet-Fignon. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'ambiance que d'habitude, un petit peu moins de spectateurs que d'habitude, mais les 6 jours ça reste magique Jean-Paul. C'est vrai, il faut dire que les 6 jours d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, puisqu'il y a des chasses qui sont différentes. C'est un postulat de base. Mais effectivement, Fignon, par exemple, nous parlait l'autre jour de ces 6 jours. Il disait qu'il arrivait les soirs, qu'il y ait des différences de 2 heures. Il y avait par exemple 2 heures où il n'était pas en piste. C'est-à-dire il commençait la chasse le soir, 2 heures après, il n'était pas encore retourné en piste. Mais il faut dire que les 6 jours ont gagné en structure, c'est-à-dire gagné en animation. Il y a des séries derrière Burdin, il y a des séries de poursuites, il y a des individuels, etc. Donc je crois que c'est vrai, vous avez utilisé le mot magique, je crois qu'il faut voir les 6 jours, il faut aller aux 6 jours, car la formule, si elle est nouvelle, est toujours très très belle. Et puis en plus, il y a eu un nouvel exploit. Il y a un exploit, effectivement. Alors on commence d'ailleurs par ce coup de chapeau. Allons-y. À plus de 50 km/h, en avant. Les 6 jours de Paris s'offrent d'abord un record, celui de Gianni Longo. Record du monde des 10 km, celui qui manquait à son palmarès.
Une ovation continue et Longo, à 46 496 de moyenne, réalise 18 secondes de mieux que la Finlandaise Viksten Nyman, 11e record du monde. Mais déjà, les 6 jours de Paris nous accaparent, avec les formations Fignon-Freuler, Bontempi Capes, Lino Doyle et surtout Charlie Mottet, Étienne de Wilde, 2 équipes de complément, grands favoris de ces 6 jours. Précisons que l'édition 89 propose l'association d'un routier et d'un pistard. Mon gros point faible, c'est que je ne suis pas assez rapide, je ne suis pas assez véloce sur la piste. Et Étienne est un très très bon sprinter et ça va nous permettre d'aller chercher des points pour nous départager éventuellement si on est dans le même tour. Et c'est très très important d'avoir un sprinter dans son équipe. Et vous êtes un petit peu du même gabarit avec Étienne de Wilde, ça doit aider aussi. Oui, tout à fait. Et en plus, nous sommes du même gabarit, donc pour les relais, ça sera très efficace. Habituellement, j'avais toujours des partenaires plus lourds que moi, bien plus lourds que moi. Et donc avec Étienne, à ce niveau-là, je pense qu'on va très bien se compléter. C'est un spectacle, c'est une course qui me plaît beaucoup. Le système des Américaines, c'est quelque chose de plaisant, bien que ce soit très difficile. Et l'ambiance est toujours sympathique, j'aime bien. Alors vous n'avez pas de complexe avec les sprinteurs, les pistards purs, j'entends? Pour ce qui est du sprint, si, un petit peu quand même, parce que j'ai moins de vitesse de jambe qu'eux. Et on est un braquet quand même très petit, de 52,16, 53,16. Donc je suis un petit peu en retrait par rapport à eux, mais sinon sur le reste, non, ça va. Est-ce que dans les relais, vous n'avez pas quelques craintes parfois? C'est toujours un petit peu tendu dans les relais, bien sûr, surtout au départ, dans un 6 jours où tout le monde se cherche un petit peu. Il faut reconnaître les maillots, il faut trouver un peu sa place. Si, c'est toujours un peu tendu, mais c'est une question d'habitude, donc ça vient vite. Pour l'heure, 3 formations, Mottet de Wilde, Fignon-Freuler et Bontempi Capes, se retrouvent en tête dans le même tour. Issue incertaine et verdict demain dans la nuit. Si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller à Bercy. Il y a eu un contrôle antidoping vendredi soir, inopiné. Alors ce qui a choqué un peu les coureurs vendredi soir, ce n'est pas le contrôle, ils l'ont dit après, c'est simplement que ça a été médiatisé, car c'est vrai qu'il y avait une équipe de télévision de nos confrères de TF1 qui était sur place, et ils n'ont pas voulu être filmés, mais Nelson Payou, le président du comité national olympique et sportif français, a dit que ces contrôles ne doivent pas surprendre, ils sont nécessaires à la bonne santé du sport en général. Voilà. Et puis toujours à propos de vélo, à noter en télégramme, la 2e édition de la course des gentlemen, la SPTT Cassave à Poigny-la-Forêt, c'était hier, samedi. Victoire de Corteggiani, et chez les femmes, victoire de Renaudi Pi. À noter que M. Robert Moulin, directeur général, qui a 70 ans des PTT, donc a roulé à plus de 38 km/h de moyenne. Chapeau, M. Robert. Voilà. Maintenant, on passe au basketball. Patrick Chen, pardon, Bernard Père. Bernard Père, vous étiez hier à Beaublanc pour voir Limoges pulvériser Mulhouse. Ça, c'est une surprise par contre, parce qu'on se disait que Mulhouse était, après Orthez, de vrais tests pour les Limougeaux. On se disait c'est une équipe qui a une défense solide. Alors là, elle a complètement explosé, puisque si Orthez avait pris 28 points, Mulhouse en a pris 31. Mais moi, si vous voulez, j'ai été choqué, non pas par l'équipe de Limoges, qui est une bien belle équipe, mais par les propos du speaker de la salle, en tout cas des propos indignes d'une enceinte sportive et indignes d'une grande équipe. On peut espérer que les dirigeants de Limoges seront arrêtés cela, parce que vraiment c'est inadmissible. Que faisait-il en 2 mots? En 2 mots, il y a un manque de respect de l'adversaire, il y a tout. Bon. C'est vraiment, on va au plus bas en ce qui concerne la manière de pousser les supporters. Pas de speaker et du sport. Voilà. Okay. Alors, on va revoir. En tout cas, on a vu un très beau match et je vous en propose quelques images, si vous voulez bien. L'ambiance était celle des grandes rencontres hier soir à Limoges, comme un avant-goût des matchs de Coupe d'Europe. Les visages étaient tendus, l'enjeu était important, même si des 2 côtés, on semblait vouloir minimiser l'événement. C'est vrai que cette équipe, lorsqu'elle arrive à imposer son jeu, est quasiment inarrêtable. La question qu'on se pose ce soir, c'est si nous allons endiguer les assauts de Limoges. En fait, si Mulhouse réussissait par Jean-Aimé Toupane le premier panier de la rencontre, jamais les Alsaciens n'allaient pouvoir endiguer ces fameux assauts. Le rouleau compresseur Limougeot était impressionnant, un collectif simple mais hyper soigné, un danger qui peut venir de partout. Quand tous les talents se mettent au service de la communauté, cela donne une très grande équipe. En fait, Mulhouse hier soir a sauvé les meubles pendant une mi-temps, n'abandonnant que 12 points, 55 à 43.
En deuxième mi-temps, les hommes de Jean-Luc Monchot devaient complètement exploser. Rebond, contre-attaque, interception, panier extérieur, pénétration, jeu avec les pivots, tout y passait. Tout le monde s'en donnait à cœur joie avec 26 points pour Ostrovski, 25 pour Collins et 18 pour Brooks. Privé de Dacoury, Michel Gomez faisait tourner tout son effectif. Un véritable régal pour les spectateurs qui n'en finissaient pas d'applaudir, un peu moins pour les Mulhousiens qui repartaient avec leur première défaite de la saison, mais surtout avec 31 points dans la musette, comme l'on dit, 106-73. Et pourtant, les Mulhousiens avaient tourné à 49% de réussite contre 59 à Limoges. Je pense qu'ils sont beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus complets que l'année dernière. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de faiblesses et c'est ça qui est dur. Je crois que maintenant les rodages sont de plus en plus fins. Maintenant il reste Pouilly à affronter pour entrer dans le grand tableau, dans la cour des grands. Et puis après, advient que pourra, on essaiera de faire le mieux possible. Bon, vous avez eu un petit malaise, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai dû faire une petite hypoglycémie là, il faudra que je revoie mon régime avant les matchs. En tout cas, le régime Limougeot est très bon, lui. 5 victoires à l'extérieur pour cette journée. Ils ne sont plus que 2 invaincus, Limoges et Antibes. À noter le réveil de Pau Orthez et de son américain Waller, qui a marqué 30 points. Le deuxième succès de Gravelines et la nouvelle défaite du Racing à Montpellier. Au classement, Limoges et Antibes sont en tête, bien sûr. Limoges est à 1 point, Pau Orthez à 2 et Cholet à 3 points. Cholet qui ira à Mulhouse samedi devant nos caméras pour un match qui devrait être très spectaculaire à 15 h. Donc, National 1B. Statu quo pour Saint-Etienne, mais on attend pour cette semaine une réaction des joueurs stéphanois qui en ont sans doute assez de gagner par forfait. L'Évreux qui a battu Dijon est un très bon deuxième. Berck battu par Le Mans reste troisième devant Le Mans, Cognac, La Rochelle et Levallois-Asnières. Chez les dames, victoire de Mirande du Racing, donc statu quo en tête avec Mirande seul premier. Le Racing est à 1 point, Châles, Montferrand et Aix-en-Provence sont à 2 points. Orchy qui va mal est à 3 points. Merci Bernard. Le basket continue maintenant avec Patrick Chen qui est pour nous à Charleville-Mézières. Patrick, est-ce que vous m'entendez? Patrick. Oui, merci de nous rejoindre et je vais commencer, si vous le voulez bien, par une petite devinette. Devinette qui s'adresse à vous, à l'équipe du service des sports réunie autour de Gérard. Quelle est l'équipe nationale, l'équipe de France, qui a été championne olympique, qui a été médaille de bronze des derniers Jeux, 4e des championnats du monde et surtout championne d'Europe en titre? Quelle est cette équipe? Réponse tout de suite, si vous le voulez bien. Bon, autrement, donc il n'y a pas de gros problème au niveau. Jean-Yves était assez adroit hier, donc si on profitait au moment-là, il marque quand même 4 tirs l'un derrière l'autre. C'est de l'équipe de France de basket handisport qu'il s'agissait, vous l'aviez deviné bien sûr. Une équipe qui se permet d'être déçue après une médaille de bronze à Séoul. Cela mérite l'attention. On peut décaler et puis le rebond offensif sera plus facile. Je crois que maintenant les positions sur le terrain sont à peu près définies. Avant le match, à l'occasion des championnats d'Europe qui ont eu lieu cette semaine à Charleville-Mézières, au menu, concentration, tarot et billard, c'est classique. L'équipe de France handisport ne fait pas dans l'originalité. Ce qui la différencie, c'est plutôt les moyens qu'elle utilise pour vivre. Pardon, pour survivre. Pour des gadgets, on a des maillots, des t-shirts, on vend pour prévoir nos frais de déplacement. Autrement, c'est le club qui reçoit, qui prend en charge l'hébergement et donc la vie de l'équipe durant la semaine. J'entendais tout à l'heure dire qu'il fallait donner 40 francs pour manger de la viande ce soir. C'était une plaisanterie? Non, ce n'est pas une plaisanterie. Les joueurs vont participer ce soir à leur repas. Donc la commission fédérale a participé à un repas avant-hier soir. Et là, donc, ce soir, ce sera les joueurs qui vont payer eux-mêmes leur repas. 40 francs de sa poche pour avoir droit à une bavette au soir d'une journée de sélection, c'est aussi choquant que l'exiguïté des vestiaires. Mais Éric Benoît et ses camarades s'en moquent. C'est le basket handisport qu'ils défendent. Maintenant, nous avons à peu près mis les mêmes effectifs qu'en basket valide, c'est-à-dire avec une division 1A, 1B et puis 2e et 3e. Bon, c'est vrai qu'actuellement, avec l'équipe de France qui est à un niveau assez élevé, les clubs derrière travaillent pour ça aussi et permettent d'avoir un championnat intéressant. C'est vrai qu'ils sont près de 1000 maintenant à disputer un championnat très intéressant et spectaculaire. Oui, spectaculaire. Et si vous voulez des preuves, suivez cette action. C'est ce type de jeu très léché, très coordonné, qui permet à l'équipe de France, à Benoît, Regnault, Nutin, Gradel, Chavannes, Régnier ou Ordo, de collectionner les médailles. Mais
Désolé d'insister, avec des fauteuils de compétition à 9 000 francs pièce, on ne vit pas avec 20 000 francs de subvention annuelle pour toute l'équipe. Merci de transmettre très vite aux autorités concernées. Les résultats de l'équipe de France plaident pour elle, n'est-ce pas Gérard? Évidemment, évidemment Patrick, d'autant plus que l'équipe de France aujourd'hui est devenue championne d'Europe, enfin hier soir, hein, c'était hier soir la finale. Le titre de champion d'Europe donc pour l'équipe de France de basketball handisport, puisque les Français ont battu en finale les Pays-Bas par 50 points à 42, donc championne d'Europe. L'équipe de France devant les Pays-Bas, devant l'Allemagne dans le basket féminin. Premier les Pays-Bas, deuxième l'Allemagne fédérale, troisième Israël. Il faut aider le basket en fauteuil, il faut aider la fédération handisport. Et là, j'en appelle évidemment à tous les responsables et pourquoi pas aussi aux parrains et aux sponsors. Il faut les aider car c'est vraiment du sport. L'année prochaine, du 3 au 12 juillet, il y aura les championnats du monde handisport à Saint-Étienne avec une devise assez superbe, c'est vivre plus fort. Voilà. On va les aider et on va continuer. Stade 2, ce n'est pas que du sport spectacle, ça vous le savez, ce ne sont pas que des sports de grande audience. On aime tous les sports, on vous le répète assez souvent, parfois on s'en moque d'ailleurs, mais peu importe, on va continuer. On ne laissera pas tomber les sports où il y a peu de pratiquants, il n'en est pas question. Et par exemple, le char à voile. La semaine dernière, il y avait les championnats d'Europe de char à voile. Les Français étaient favoris, Jean-Louis Calmejane, et pourtant le vent a mal tourné. C'est le cas de le dire, oui. Déception sur le plan individuel, au moins pour les Français. Favoris sur le papier, on entend le vent d'ici, mais satisfaction ou plutôt consolation, si vous voulez, par équipe. En effet, les Français sont médaillés d'or en classe 3. Mais alors, au-delà d'un événement que représentent les championnats d'Europe, alors que mes amis Salviac et Olivier sont en train de souffler, les montres parce que... Voilà. Mais au-delà donc d'un événement que représentent les championnats d'Europe, c'est pour nous l'occasion de mieux faire connaître un sport qui, plus que tout autre, dépend des conditions météorologiques et bien sûr du vent. Alors regardez et écoutez surtout. Trois fois plus vite que le vent. C'est en effet une des caractéristiques du char à voile. Aux derniers championnats d'Europe qui se sont déroulés à Oostdunkerque en Belgique, le vent justement a joué un sacré tour aux concurrents. 3 des 6 manches prévues au programme ont dû être annulées. Le règlement stipule qu'au cours d'une manche qui peut durer de 30 à 45 minutes, si le vent souffle à moins de 4 mètres secondes pendant au moins 10 secondes, la manche doit être annulée. Au cours de la 5e manche, le Français Bertrand Lambert, plusieurs fois champion du monde et favori de l'épreuve, est largement en tête. Mais au total des manches, il est devancé par l'Allemand Eichstadt. Si le Français remporte cette 5e manche, il a de fortes chances de remporter le titre. Hélas, devant nous, les juges décident une fois de plus d'annuler la manche. Le drapeau jaune signifie manche annulée. Lorsqu'on regarde un drapeau, on voit très bien que le vent est quelque chose d'irrégulier en force et en direction. Un drapeau est tout le temps en mouvement. C'est ce qui fait que le char à voile est un sport passionnant, parce qu'il faut utiliser tous les mouvements du vent, aussi bien en intensité qu'en direction. Et il est évident qu'à un endroit précis, on peut toujours trouver un vent faible à un moment, à un instant précis, même lorsqu'il y a une tempête à la limite. Il y a toujours un tourbillon, quelque chose comme ça. Donc 10 secondes en dessous de 4 mètres secondes suffisent à annuler une course. Je crois qu'il va falloir réunir tous les intervenants, les pilotes, les fédérations, les directeurs de course, pour essayer de voir de quelle façon il faut appliquer ce règlement. Vainqueur donc cette année, l'Allemand Hans-Werner Eichstadt, qui ne s'attendait pas à un tel résultat. Avant 2 semaines, il y avait le Podchess Regatta à la panne, et j'ai gagné tout le manche. Et je dis comment ça se fait, normalement je ne marche pas comme ça, mais ça marchait. La conduite d'un char à voile est remplie de subtilités dont les 2 principales sont la connaissance du terrain, il n'est jamais le même et varie en fonction des marées, et la technique de pilotage. Alors, la première chose, c'est de s'allonger. On a un mât, L, une voile, un système d'écoute avec un pouliage sur le long de la baume, une barre de direction qui permet de diriger le char à droite et à gauche et suivant le vent, et puis un rappel au pied qui permet de libérer totalement les mains et de border très fort parce qu'on a des allures très soutenues et très serrées au vent. Donc on est souvent bordé très fort. Comme pour les bateaux, les pilotes choisissent des options de navigation en fonction du parcours et de l'orientation du vent par rapport au terrain. Sur certaines courses, les concurrents sont souvent obligés de louvoyer et de continuellement tirer des bords.
Par fort vent, la vitesse des chars peut atteindre 120 km/h. Vitesse que n'atteint pas encore ce pilote cycliste à voile belge en quête d'émotions fortes. On va peut-être essayer ça avec Antoine Decaune, mon copain, comment on fait du vélo, on va peut-être essayer ça pour aller plus vite. Mais d'aller 3 fois plus vite que le vent, ça c'est pas possible. Ah non, c'est réservé à Charles. Bien, merci Jean-Louis. On passe maintenant au rugby. Pierre, on parlera du championnat de France juste après. D'abord, les tournées des étrangers en France et ailleurs. Bon, alors commençons d'abord par les Blacks. Alors, je le signale à Jean-Paul Olivier, les Blacks d'hier sont encore ceux d'aujourd'hui, ou ceux d'aujourd'hui sont encore ceux d'hier, puisqu'ils continuent de gagner. Ils ont gagné au Pays de Galles. Alors, le 25 novembre sur Antenne 2, vous verrez les Blacks opposés aux Barbarians britanniques à Twickenham. Les Fidjiens. Alors les Fidjiens, eux, ils ont fait un superbe spectacle cet après-midi, mais il fallait s'y attendre. Ils ont nettement battu les Barbarians français par 6 essais à 2. Et vous verrez tous les essais de ce match dans le magazine consacré au rugby de samedi prochain dans Sport Passion, présenté par Joey Calmejane. Et enfin, les Australiens. Eh bien, les Australiens, ils ont perdu face à une sélection du Languedoc dans un stade de Béziers, un nouveau stade. Il faut dire que enfin, la ville de Béziers s'est donné un stade à l'image du palmarès de son équipe. Bravo! Même l'éclairage est aussi beau que celui du Parc des Princes. Pour le reste, voyons les images, sujet commenté. Question. Que font les rugbymen australiens pendant les heures précédant le match qui doit les opposer à la sélection du Languedoc pour l'inauguration du nouveau stade de Béziers? Réponse. Ils jouent aux cartes pour tuer le temps, comme tous les autres sportifs du monde. Lui, c'est Peter Fitzsimmons. D'habitude, il est journaliste. Cet été, il a interviewé Michel Rocard, de passage en Australie, pour son journal, le Sydney Morning Herald. Mais ce samedi à Béziers, il est de l'autre côté de la tribune de presse. Peter Fitzsimmons va se mettre dans la peau d'un joueur de rugby pour essayer de gagner sa place dans l'équipe d'Australie. Quand il jouait à Brive, Fou voulait en faire un coq de France, mais Ferras a dit non. De retour chez lui, Fitzsimmons veut devenir un wallaby. Mais au fait, un wallaby, qu'est-ce que c'est? C'est comme un kangourou, sauf que c'est pas une poche. Ça n'a pas un pochet. Mais alors pourquoi on vous appelle des wallabies? Ça fait petit? Non, parce que je crois que les jeux à 13 avaient déjà pris le nom de kangourou, c'est pour ça. Et vous faites pas de complexe? Pas du tout, non. On est beaucoup plus célèbre qu'eux d'ailleurs. Célèbres les wallabies? Sûrement. Ils représentent la seule équipe à avoir battu les All Blacks chez eux 2 fois au cours de ces 5 dernières années. 10e minute du match et déjà un essai face à la sélection du Languedoc. Les wallabies sautent sur la première occasion. Ils ne sont pas venus en France pour faire de la figuration, mais pour tout gagner. Mardi à Toulouse, pour leur premier match, ils ont balayé la sélection des Pyrénées. Mais ce samedi soir, à Béziers, les Australiens tombent sur un os. La sélection du Languedoc fait de la résistance. Et le jeu trop stéréotypé des Australiens ne prend pas en défaut une défense composée de Biterrois et de Narbonnais qui, le temps d'un match, ont opté pour l'entente cordiale. D'habitude, Béziers et Narbonne se regardent en chien de faïence. Mais ce soir, pour bouffer du wallabies, les ennemis qui se défendent d'être frères ont fait la paix des braves. Et sur cette terre des Corbières, les Australiens attaquent en vain. 25e minute. Emmenée par une charnière épatante, sans Canberra-Béraud, la sélection du Languedoc trouve même la faille dans la défense australienne, privée des titulaires pour le test du numéro 9 au numéro 15, soit dit en passant. Résultat, un essai signé Pineda pour le Languedoc. Un essai que transforme Didier Canberra-Béraud. Les 2 juges de touche lèvent le drapeau pour l'accorder. Le préposé au tableau d'affichage entérine, mais l'arbitre refuse la transformation. Qu'à cela ne tienne, pour les Wallabies, c'est reculer pour mieux sauter. Dans un grand jour, Canberra-Béraud enquille tout. 15 points de coup de pied à lui tout seul. Canberra-Béraud, héros du jour. Canberra-Béraud, bourreau des Wallabies. Des Wallabies qui ont un sursaut d'orgueil en fin de match en réussissant un 2e essai. Mais finalement, le Languedoc gagne logiquement par 19 points à 10. Et pour Peter Fitzsimmons, le Wallaby redevenu journaliste, la leçon de cette défaite australienne, c'est l'histoire sans cesse recommencer. La dernière fois que je suis venu à Béziers, c'était avec l'équipe de Brive et c'est surtout Canberra qui nous a battus. Cette fois-ci, je suis venu avec les Australiennes et une fois de plus, c'était surtout Canberra qui nous a battus. Prochain rendez-vous avec les Wallabies à Toulon, mercredi prochain. En attendant, voyons maintenant l'avant-dernière journée des poules de qualification dans le championnat de France. Vous noterez la victoire de Castres à Villeneuve. Toulouse est allé gagner à Périgueux.
Dans la poule B, victoire de Nîmes à Saint-Jean-de-Luz. Toulon ne jouait pas. Match remis contre Pau car Toulon est allé gagner un match chez les Anglais de Bath. Boucau-Tarnos est allé gagner à Arras. Le match Narbonne-Biarritz a été remis au 1er novembre parce que les Narbonnais jouaient avec la sélection du Languedoc. Bergerac va gagner à Ussel, des points précieux. Tandis que Agen gagne à domicile. Dans la poule E, les clubs qui recevaient ont gagné. Dans la poule F, même motif, même punition. En poule G, victoire de Tulle à Vichy, Béziers-Perpignan, remis au 1er novembre parce que Béziers avait des joueurs qualifiés pour le Languedoc. Dans la poule H, une victoire lourde de conséquences pour Lourdes à Colomiers. En poule I, Rumilly assuré de finir en tête devant Blagnac. Bravo pour Rumilly qui fera l'objet d'un reportage de Richard Dio dans notre magazine de rugby samedi prochain. Dans la poule J, victoire à la Pyrrhus de Bagnères à Cahors. Bagnères qui ne peut plus se qualifier. En poule K, Bayonne gagne à Saint-Giron, tandis que dans la poule L, une victoire qui vaut son pesant d'or pour Voiron à Angoulême. Dans la poule M, les clubs qui se déplaçaient ont gagné. Victoire d'Agetmo et de Montferrand. Tandis que dans la poule N, les clubs qui recevaient ont gagné. Poule O, le Racing gagne à Aurillac. La qualification pour le groupe A entre Aurillac et le Racing se jouera dimanche prochain, dernière journée. Dans la poule P, Marmande gagne à Sorgues. Merci Pierre. Magazine rugby spécial, c'est bien dans Sport Passion la semaine prochaine. Samedi, présenté par Jean-Louis Calmejane. En vacances à La Rochelle, excusez-moi. Vacances à La Rochelle. Oui, merci. Maintenant, on va passer au football. Championnat de France, donc la 15e journée. Alors, comme le disait l'équipe hier, c'est assez simple. Hein. Là, c'était vraiment le choc entre Bordeaux et Marseille. J'ai employé le mot choc plusieurs fois. C'est vrai, il y avait Sénapros, c'est vrai, il y avait Limoges-Mulhouse. Bon, Bordeaux-Marseille, c'était vraiment le choc, là. Oui, et ça a été clair et net. Ouais, ça a été... Oui, sur le terrain, d'ailleurs, à ce propos, de très mauvais gestes. Et il faudrait que de temps en temps, sans faire de morale, hein, que les pros se souviennent qu'ils sont des exemples pour les jeunes. Je n'ai entendu qu'une belle chose hier, c'était d'abord l'arbitre, M. Biguet, qui a très bien parlé et qui a très bien contenu les joueurs. Et puis Bernard Pardo, extraordinaire de calme et de sang-froid. Bon, allez, on ferme la parenthèse, on revient au sport. Bordeaux, grand cru. Tout à fait, Bordeaux que l'on n'attendait pas à cette place-là, c'est vrai, parce qu'après une année très difficile la saison passée, eh bien Bordeaux se retrouve en tête du championnat, même si Raymond Goethals, l'entraîneur, ne croit pas au titre, parce que pour lui, il pense que l'Olympique de Marseille sera champion cette année. En revanche, cette 15e journée a été marquée par la chute des Européens. La Coupe d'Europe, ça fatigue. Le Paris Saint-Germain battu chez lui par Lyon. Le système Ivic a des ratés. Monaco tenu en échec par Mulhouse. Auxerre accroché à Cannes. Seul Sochaux a réussi la bonne opération de la journée, 2-0 devant le Racing. Et Sochaux donc prend la 2e place du classement. Alors je vous propose de voir ce qui s'est passé donc hier pour le choc de cette journée entre Bordeaux et Marseille au stade municipal de Bordeaux. Avec des images de Canal+. Avec des images de Canal+. Raymond Goethals, l'entraîneur bordelais, dit Raymond la science est très pointu en matière d'économie et surtout prévoyant. Plus on prend des points en tête, le jour que ça ira un peu moins bien, mais ce sera, comme on dit, un peu de bois pour l'hiver. Bordeaux pense à se couvrir pour l'hiver, alors que Marseille a encore l'esprit ailleurs, à la Coupe d'Europe bien sûr. Mercredi, il a fallu jouer pendant 90 minutes pour véritablement arracher un score qui soit suffisant pour le match retour. Donc on y a laissé beaucoup de jus et ce soir on s'est aperçu qu'on ne l'avait pas totalement récupéré. Résultat, dès la 6e minute, Charles-Henri Foster, il est maintenant français, commet une faute sur Denbourg qui l'a provoqué. Monsieur Biguet n'hésite pas, c'est le pénalty que transforme Ferreri. Le ton est donné à la rencontre. À la suite du premier but, il y a toujours eu une certaine tension nerveuse et quelquefois un jeu un petit peu dur. Et il a fallu le deuxième but pour vraiment nous libérer et je crois pour couper un petit peu les jambes aux Marseillais qui ont quand même, je dirais, de grosses possibilités. Match heurté, c'est vrai. Vilain geste. Goethals s'énerve, Ferreri récupère et en seconde mi-temps, Bordeaux prend le large sur cette action combinée entre Durand et Touvenel. Durand centre pour Ferreri qui d'une reprise de volée du droit de toute beauté trompe Huard. Un geste technique parfait pour un but superbe. Bordeaux explose de joie, Marseille est KO.
On est passé un peu à travers, mais je crois que quelquefois des défaites comme ça fait du bien, ça nous permet de remettre les idées en place. Bordeaux termine en beauté en exploitant une hésitation de la défense marseillaise qui permet à un ancien de l'OM, Klaus Allofs, d'inscrire un 3e but pour Bordeaux. C'est la victoire de tout le monde, c'est la victoire de tout le groupe. Comme j'ai dit, je pense que c'est la victoire de la collectivité, de l'organisation sur le talent. Goethals reste persuadé pourtant que l'OM sera champion. Mais méfiez-vous, Goethals est un petit malin. 20 buts de marqués, c'est peu. Une seule victoire à l'extérieur, celle de Lyon au Paris Saint-Germain grâce à un pénalty de Garde à la 88e minute. 5 nuls, festival offensif à Geoffroy Guichard avec un succès des Verts sur Metz 4-3. Grâce à Lada et Henry, Sochaux bat le Racing. Match nul donc des Européens, Monaco face à Mulhouse, Auxerre à Cannes et match nul de Nice à Caen. Au classement, Bordeaux se détache avec 3 points d'avance sur Sochaux qui prend donc la 2e place. Marseille avec un match en moins et Toulouse se partage la 3e place à 4 points. De Nantes 5e à Nice avant-dernier, ça fait 15 équipes qui se tiennent en 4 points. Autant dire que le championnat est serré. Brest lui est dernier et distancé avec 9 points seulement. 2e division, groupe A, 4 victoires à l'extérieur, Alès à Avignon, Monceau à Grenoble, Bastia à Orléans, Strasbourg à Dijon, victoire du leader Nancy sur Annecy 2-0. Au classement, Nancy compte 3 points d'avance sur 4 clubs, Bastia, Strasbourg, Nîmes vainqueur du Red Star et Martigues qui se partage la 2e place. Dans le groupe B, Beauvais a tenu en échec le leader Le Havre 0-0, belle victoire d'Angers sur Rennes 3-2, net succès de Laval sur Quimper 4-0, belle victoire de Valenciennes, équipe de Georges Perroche 5-3 devant Abbeville. Au classement, Le Havre est toujours en tête mais avec un point d'avance maintenant sur Valenciennes, seul 2e. Laval, Rennes et Angers se partagent la 3e place à 3 points du leader. Lorient et Abbeville sont derniers. Loto sportif, 5 nuls, 7 victoires à domicile, une victoire à l'extérieur et toujours pas de victoire chez nous. Ah bon? Coup d'arrêt pour les leaders dans cette 14e journée de la Bundesliga. Le Bayern Munich chez lui a été battu par le Bayer Leverkusen à la suite de ce cafouillage. Le tir de Martin Lesniak trompe Oman et donne la victoire à Leverkusen qui prend ainsi la tête du championnat avec un point d'avance sur le Bayern et Cologne qui a également été battu chez lui par le Fortuna Düsseldorf. Et pourtant tout commence bien pour Cologne qui ouvre la marque sur cette reprise de la tête de Sturm qui bat Schmatke à la 39e minute. Mais Cologne craque complètement en seconde mi-temps. Düsseldorf égalise tout d'abord grâce à ce tir du gauche de Valls. Düsseldorf prend l'avantage par un but de la tête de Fuchs. Et en fin de match, Düsseldorf assomme Cologne par un 3e but, toujours de la tête par Valls, encore lui. Vous allez le voir, ce 3e but avec un centre venu de la droite de Lose. 3-1 donc pour Düsseldorf sur Cologne, l'équipe de Pierre Lidbarski. Championnat d'Espagne maintenant, 8e journée avec un super but sur coup franc du Hollandais de Barcelone, Ronald Koeman. Un tir canon 1-0 pour Barcelone sur le terrain de la Real Sociedad. Regardez bien ce dégagement de Zubizarreta, la défense de la Real Sociedad est trompée. Valverde qui récupère et trompe González. Une seule passe et un but. 2-0 pour Barcelone. On pense que la Real Sociedad va être battue, mais Aldridge réduit la marque. Et en seconde mi-temps, la Real Sociedad obtient l'égalisation et le match nul pour cette faute de Zubizarreta. Pas très évidente, même avec le ralenti. En tout cas, Aldridge ne rate pas le pénalty et Barcelone concède le nul. Merci Voilà. Olivier. Pour être complet avec les championnats européens, sachez qu'en Belgique, Anderlecht qui a battu Courtrai 3-0 est toujours en tête du championnat. Qu'en Angleterre, Everton qui a battu Arsenal 3-0 est toujours en tête également du championnat. Maintenant, gros plan sur le championnat du Portugal, car c'était la 6e journée. Il y avait un match au sommet entre Porto et Benfica. Je pense que nous avons un tableau pour les résultats de ce championnat du Portugal. Voilà. Alors à noter que c'est la première défaite de Benfica en championnat cette saison et que Benfica n'a pas gagné à Porto depuis 13 ans, m'a signalé Alain Vernon, qui est pour nous sur place à Porto, sur les quais du Douro.
Alain, le Tandro qui est sur les quais du Douro. La ville de Porto est célèbre par son vin naturellement, transporté depuis les rives du Douro sur ses petites barques en bois très jolies. Mais Porto est aussi fier de son football. Exemple, le titre de champion d'Europe en 87. La coupe dans les mains du capitaine João Pinto. Le 27 mai 87 à Vienne, Porto est champion d'Europe des clubs, avec 2 buts historiques face au Bayern de Munich et une talonnade de génie de l'international algérien Rabah Madjer. 3 minutes plus tard, Madjer efface encore la défense allemande pour offrir à Jouari le 2e but. Depuis, Porto a perdu 16 joueurs et repart avec des jeunes et Arthur Georges de retour de Paris. On n'était pas capable de continuer à rêver. Je crois que la plupart des joueurs disaient je suis le plus fort, je suis très fort, j'ai gagné tout, je n'ai rien gagné. Et je crois que c'est pas vrai ça. Même si vous avez gagné pas mal de bonnes choses, je crois que si vous voulez, vous pouvez continuer à gagner des choses. Mais le rêve a pourtant donné une dimension nouvelle, une véritable identité au Football Club de Porto. Oui, l'équipe a rajeuni, mais les Dragons de Porto jouent avec la confiance de 70 000 socios, tout puissants au Portugal. Par exemple, dans les buts, le jeune Victor Baía fait déjà oublier le Polonais Mlinarczyk. Et la défense, à l'anglaise de Porto, s'est enrichie du Belge d'Anderlecht, arrivé de Bologne, Stéphane De Mol. C'est le système que jouent aussi les Brésiliens. Ici au Portugal aussi, on joue comme ça. Il n'y a pas vraiment de libéraux, de stoppeurs. On joue une défense en zone. Et comme j'ai déjà connu ça à Anderlecht avec Van Tigelen, le Hollandais, on jouait ensemble. Quand Ariane était entraîneur, je n'ai pas eu de problème à m'adapter à ce jeu-là. Un jeu où Stéphane De Mol sait aussi être offensif. Une passe pour Magalhães, dont le centre trouve la tête de Rueguas, le nouveau buteur de Porto. 2 buts contre Valence mercredi en Coupe d'Europe, servi par un João Pinto inspiré. Rueguas, lui, a fait oublier le légendaire Gomes, parti au Sporting de Lisbonne. Enfin, Porto aime les artistes, confiance renouvelée à Madjer, l'ancien joueur du Matra Racing. Mon palmarès a été rempli surtout ici à Porto, parce que tout ce que j'ai gagné ici, il y a d'autres joueurs, de très très grands joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de gagner ces titres comme moi j'ai gagné. C'est pas encore fini, je souhaiterais que cette année on ira encore très loin au championnat, parce que c'est le premier objectif de Porto, et aller très loin en Coupe de l'Europe aussi. Aujourd'hui, Porto est un peu comme Benfica ici au Portugal. C'est un club qui gagne des choses, c'est un club avec beaucoup de supporters, c'est un club avec des jeunes supporters. Donc à mon avis, c'est un club d'avenir aussi. Un avenir en rose aujourd'hui pour Porto qui a battu Benfica. Voici les images 1-0 à l'occasion de la 6e journée. But sur penalty en première mi-temps à la 28e minute. But de Rueguas, celui que vous avez vu marqué 2 fois contre Valence. Benfica, Gérard vous l'a dit, n'a jamais gagné à Porto en 13 saisons. C'est la première défaite de Benfica cette saison qui a un match en moins tout de même. Porto est toujours 2e au classement à 1 point du Sporting de Lisbonne. Toujours en tête lui, après sa victoire 2-0 à Portimonense. Bien, revenez vite Alain, on joue demain soir contre le GIGN à l'Aïle-les-Roses. Les résultats du championnat d'Italie, beaucoup plus importants quand même. 9e journée, avec la victoire de Naples, 2 buts devant l'Inter de Milan. Victoire marquée les buts marqués plutôt par Careca et Maradona. À noter également la victoire de la Fiorentina, l'adversaire de Sochaux. La Juventus est allée gagner à Gênes 3-2. Et puis le Milan AC a battu l'AS Roma 1-0 grâce à un but de Van Basten. Voilà, gagné la 2e semaine. Van Basten, le bien nommé. Le Hollandais. C'est à vous pour des télégrammes importants. Oui, ben justement, on reste dans le football. Vous en avez parlé tout à l'heure de cette violence dans les stades. On a reçu, il y a quelques minutes, des images de l'incident grave qui s'est produit au stade d'Amsterdam. C'était pendant la première mi-temps du match Ajax-Feyenoord. Et ce sont des supporters de Feyenoord qui ont lancé dans la direction des supporters de l'Ajax 2 bombes artisanales à fragmentation, c'est-à-dire qu'en explosant, elles explosent en plusieurs morceaux. Autrement dit, ça fait énormément de dégâts. Résultat, 19 blessés, dont 12 grièvement atteints. Alors le match, bien entendu, a été interrompu. Quelques supporters de Feyenoord ont été arrêtés. Et puis on va voir ce que ça donnera, mais on se demande jusqu'où ils iront. Alors j'en profite pour dire quand même aux supporters parisiens, à certains supporters parisiens, qu'il n'est pas indispensable d'accueillir l'autobus de la Juventus ou celui des Lyonnais à coups de pierre. Bon,
On passe maintenant au résultat. Gérard, championnat de France de marathon. Chez les messieurs, victoire de Thierry Vatrice, qui pour sa deuxième course sur la distance réussit 2 h 18 minutes 55 secondes, c'est bien. Et chez les dames, c'est Fabienne Houdaillé qui est championne de France. A signalé la naissance d'une nouvelle fédération, la Fédération française de triathlon, qui remplace le CONADE, qui était le Comité national pour le développement du triathlon. Cette fédération est présidée par M. Jean Cotte. Et on peut dire aussi, Daniel, que Roger Boinet a été élu à la tête de la Fédération française de squash. Voilà. Oui. Alors maintenant, on passe au tennis avec la 109e victoire de Jimmy Connors en tournoi. 109 tournois pour Connors, qui après Toulouse vient de remporter le tournoi de Tel Aviv, où il a battu l'Israélien Gilad Bloom, 181e mondial. À Tokyo, c'est Kriegstein qui bat Stebe, qui remporte son 3e tournoi de l'année. Kriegstein qui sera à Bercy. Chez les dames, à Zurich, 11e titre de l'année, 41e de sa carrière pour Steffi Graf, qui bat Jana Novotná, la Tchécoslovaque. Et en image, nous allons à Bayonne, où il y avait l'Open Péché-Mignon, qui a été remporté par Katerina Maleyeva, 16e joueuse mondiale, et qui n'a mis que 65 minutes pour dominer l'Espagnole Conchita Martinez, qui fait ici l'essuie-glace. C'est drôle. Mais oui, c'est drôle. Alors, elle a gagné le premier set 6-2 et Conchita s'est écroulée dans le deuxième en 25 minutes. Elle a pris également 6-2. Et sur la balle de match, regardez, amorti, lob de volée et un smash dans le couloir. C'en est fini. Victoire de Katerina Maleyeva. En voile aux Canaries, départ de la deuxième étape de la Transat des 6,50 m. Tenerife, Fort-de-France en Martinique, soit 2200 milles. 53 bateaux au départ cet après-midi. 3 concurrents séparés par 32 minutes seulement ont creusé l'écart avec les autres dès la première étape. La victoire devrait donc revenir à l'un d'eux. Hervé Devic, vainqueur de cette première étape. Philippe Vicario qui est à 19 minutes et qui mène avec 1 000 d'avance sur Devic. Ou Frédéric Guérin, qui est à 32 minutes. À Fontainebleau, Coupe de France d'endurance tout-terrain sur un circuit de 10 km, sablonneux et relativement accidenté. Épreuve disputée sur 2 manches, la première de 3 h samedi, la seconde de 5 h aujourd'hui même. 2 équipages ont dominé ce week-end. De Maria Olivier, vainqueur samedi. Biquet Musquin, victorieux aujourd'hui. Au classement général, victoire de Maria Olivier devant Biquet Mesquin. Merci aux gendarmes qui nous ont apporté ces images et qu'ils récupéreront d'ailleurs demain. Serge Blanco, récompensé, a reçu son 3e soulier d'or. L'occasion pour nous est bonne d'attirer l'attention sur le reportage de Thierry Blanco sur Serge Blanco, qui sera diffusé samedi prochain dans le magazine du rugby, qui vous sera présenté par Jean-Louis Calmejane. L'or pour Serge Blanco, l'argent à Laurent Rodriguez, le bronze à Pierre Berbizier. Et puisque l'on est au chapitre des récompenses, disons que Jacques Georges, qui est président de l'UEFA, a été fait commandeur de l'Ordre national du mérite. Merci Daniel, maintenant on se quitte maintenant. Ce soir, 23h50, la gymnastique. Aventure voyage spécial Transantarctica, l'expédition de Jean-Louis Etienne en Antarctique à 17h30 samedi prochain. Et puis le basketball dans Sport Passion à 15h. Vive le sport sur Antenne 2. Voilà. Belle soirée. Et puis le magazine rugby, on n'oublie pas. Hein. Ah, on n'oublie pas. L'image terrible du cancer est en train de disparaître grâce au progrès de la